L'email est arrivé un mardi matin, et je me souviens de ce détail parce que je venais de préparer une cafetière de bon café, du vrai. Ce mélange intense que ma défunte épouse, Françoise, avait l'habitude d'acheter dans cette petite torréfaction de la rue Gambetta. J'étais debout devant le plan de travail de la cuisine, en peignoir, à regarder la brume se lever sur le jardin, sans penser à rien de précis. À 63 ans, fraîchement retraité, et pour la première fois depuis longtemps, je commençais sincèrement à ressentir quelque chose qui ressemblait à de la sérénité. C'est alors que mon téléphone a vibré. Je l'ai ramassé, m'attendant peut-être à une notification de facture ou à l'un de ces rappels de la pharmacie pour mon traitement contre la tension. À la place, j'ai vu le nom de mon fils s'afficher en haut de l'écran. Mon fils, Julien, 29 ans, marié à une femme nommée Aurélie, père de mon unique petit-fils, un petit garçon de 5 ans. Prénommé Léo, qui avait les yeux de ma femme et cette façon de pencher la tête sur le côté quand il réfléchissait intensément. L'objet de l'email disait: Papa, il faut qu'on mette les choses au clair. J'aurais dû poser ce téléphone. J'aurais dû finir mon café, m'asseoir dehors sur la terrasse, regarder les mésanges à la mangeoire que Françoise avait suspendue au vieux chêne le printemps précédant sa maladie. J'aurais dû m'accorder ce matin-là, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert l'email et j'ai lu chaque mot, planté là dans mon peignoir, tandis que mon café refroidissait dans ma main. Nous en discutons depuis un moment, Aurélie et moi, et nous avons convenu qu'il était temps d'être honnête avec toi. Nous avons l'impression que notre espace n'est pas respecté. Nous avons le sentiment que tu ne comprends pas la notion de limite. Nous avons besoin que notre foyer soit un lieu de calme, et ces derniers temps, quand tu viens, il y a une tension. Nous ne disons pas cela pour te blesser. Nous le disons parce que nous devons protéger la tranquillité de notre famille. S'il te plaît, ne passe plus à la maison sans une invitation formelle. Nous reviendrons vers toi quand nous serons prêts. J'ai lu le message 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et j'ai regardé le jardin pendant un long moment. La brume était toujours là. Les oiseaux étaient toujours à la mangeoire, et je restais là, essayant de comprendre de quelle tension il parlait, car 2 dimanches plus tôt, j'avais fait 40 minutes de route pour apporter à Julien un train de pneus hiver neuf que j'avais déjà payé et fait monter sur jante. Parce qu'il avait mentionné en passant, à la Toussaint, que les siens étaient lisses. Je l'avais aidé à porter 3 sacs de courses depuis ma voiture, parce qu'Aurélie m'avait envoyé un SMS me demandant si je pouvais prendre quelques bricoles sur mon chemin. J'étais resté assis par terre pendant 1 heure à construire un circuit de train en bois avec Léo, pendant que Julien et Aurélie allaient au cinéma pour une soirée en amoureux, comme ils disaient, ce que j'étais heureux de rendre possible. J'étais parti avant le dîner parce que je ne voulais pas m'incruster. J'avais serré mon fils dans mes bras sur le pas de la porte, il me l'avait rendu, et rien dans cet après-midi-là ne m'avait semblé tendu. Pourtant, on me disait, dans un email formel avec un objet bien précis, que j'étais un problème. Laissez-moi revenir un peu en arrière, car rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Quand Françoise est décédée il y a 3 ans et demi, tout a basculé. C'était elle qui maintenait l'équilibre de cette famille, les coups de fil, les déjeuners du dimanche, les anniversaires, ces douces négociations qui ont lieu dans chaque famille sans que personne ne les nomme jamais. Quand elle est partie, j'ai été perdu pendant longtemps. J'ai pris ma retraite anticipée de mon poste d'ingénieur en génie civil parce que je n'arrivais plus à me concentrer. Je ne pouvais plus m'asseoir dans un bureau sous des néons et faire semblant que des tableurs Excel avaient de l'importance. J'ai vendu la maison que nous possédions depuis 24 ans parce que chaque pièce transpirait son absence, et y vivre seul était comme être en apnée. J'ai acheté un endroit plus petit à une 20aine de kilomètres de chez Julien et Aurélie, assez près pour être présent, assez loin pour ne pas être un fardeau, du moins c'est ce que je pensais.
Durant les 2 premières années après le départ de Françoise, j'admets que je me suis appuyé sur mon fils plus que je n'aurais dû. J'appelais trop. Souvent. Je passais parfois sans prévenir suffisamment à l'avance. J'avais besoin de lien social d'une manière que je ne savais pas gérer, et Julien était la seule famille qu'il me restait. Sa sœur, ma fille Claire, vit à Lyon avec sa propre vie et ses enfants, nous sommes proches à notre façon, mais Julien était là, à côté. C'était lui que je pouvais voir. J'aidais aussi beaucoup. Financièrement. Quand Julien et Aurélie ont acheté leur maison, je leur ai donné 40 000 € pour le rapport personnel. Je ne l'ai pas offert avec des conditions ou des attentes. Je n'ai pas tenu de compte. Je l'ai donné parce que je voulais qu'ils prennent un vrai départ, parce que les taux d'intérêt étaient brutaux, que le salaire de Julien dans son cabinet d'architecture était encore modeste, et que j'avais l'argent de la vente de l'ancienne maison. J'avais l'impression d'avoir tout le temps du monde pour le dépenser pour les gens que j'aimais. Je payais l'école privée de Léo, 1000 € par mois, parce qu'Aurélie avait repris le travail à temps partiel et qu'ils étaient un peu juste. Quand la voiture de Julien a eu besoin d'une nouvelle boîte de vitesse. L'hiver dernier, j'ai fait un chèque sans qu'on me le demande 2 fois. Quand la clôture de leur jardin s'est effondrée lors d'une tempête, j'ai engagé l'artisan et j'ai réglé la facture. Je gardais aussi Léo presque tous les vendredis soirs pour que Julien et Aurélie puissent avoir leur week-end. Je cuisinais pour eux de temps en temps. J'apportais des provisions quand je venais. Parce que cela me semblait naturel d'arriver chez quelqu'un les mains pleines. Je pensais que c'était ça, la famille. Aurélie n'avait jamais été particulièrement chaleureuse avec moi, et j'avais toujours attribué cela à la maladresse des relations avec les beaux-parents, à cette compétition silencieuse pour l'attention d'un fils. Elle était polie quand il le fallait, absente le reste du temps. Elle me reprenait parfois devant Léo. Pour des détails, ma façon de prononcer un mot ou une histoire que je racontais. Et qu'elle trouvait trop longue. Je laissais passer. Françoise m'avait toujours dit que j'étais trop sensible pour des broutilles, et j'essayais de m'en souvenir. Mais après cet email, j'ai commencé à voir les 3 dernières années différemment. J'ai appelé Julien l'après-midi même. Il a décroché à la 3e sonnerie, et sa voix avait cette platitude particulière qui me disait qu'Aurélie était probablement dans la pièce. Je lui ai dit que j'avais reçu son message. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr de ce que j'avais fait pour provoquer cela, et je lui ai demandé directement, calmement car j'avais passé 4 heures à me raisonner pour rester zen de m'aider à comprendre quel comportement spécifique devait changer. Il y a eu un silence. Puis il a dit, « Papa, on a juste besoin d'air. Ce n'est pas lié à une chose précise. » Julien, ai-je répondu, je n'ai pas mis les pieds chez vous sans appeler d'abord depuis plus d'1 an. Je ne viens pas plus d'1 ou 2 fois par mois. Je veux comprendre ce que je fais de mal pour pouvoir m'améliorer. Nouveau silence. Puis la voix d'Aurélien. Arrière-plan, pas vraiment des mots, juste un murmure. Et Julien a ajouté. On reviendra vers toi quand on sera prêt, papa. S'il te plaît, respecte juste ça. Il a raccroché. Je suis resté assis avec mon téléphone à la main. Puis j'ai appelé ma fille. Parce que j'avais besoin de dire ces choses à voix haute à quelqu'un qui m'aimait. Claire a écouté, et elle s'est mise en colère comme elle le fait. Toujours, d'une manière calme et précise. Elle a dit, « Papa, tu as payé leur maison. Tu paies l'école de Léo. Tu leur as tout donné. » Je lui ai répondu que je ne comptais pas les points. Elle a répliqué, « Non, mais eux, ils les comptent. » J'ai passé les 2 semaines suivantes à essayer de faire ce qu'ils avaient demandé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je ne suis pas passé devant chez eux. Je suis allé à la salle de sport le matin, ce que j'avais négligé.
J'ai dîné avec un ancien collègue les jeudis soirs. J'ai lu davantage. J'ai moins bien dormi. Le 15e jour, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt, et je veux être honnête, je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait parce que, quelque part dans ces 2 semaines de silence, une clarté s'était installée en moi. J'ai appelé ma conseillère financière. Je lui ai dit que je voulais revoir chaque paiement récurrent et virement automatique que j'avais mis en place. Ensemble, nous avons tout passé en revue. Les frais de scolarité de Léo, 1 000 € par mois, prélevés sur mon compte par une autorisation directe que j'avais signée 2 ans auparavant. Un virement permanent de 300 € chaque mois sur le compte de Julien, qui avait commencé comme une aide pour les courses et qui n'avait jamais cessé. La carte de crédit jointe où j'avais ajouté Julien comme utilisateur autorisé après la mort de Françoise, et qu'ils utilisaient pour des choses dont je ne demandais jamais compte, de l'essence, des restaurants, un week-end à Biarritz que j'avais vu passer sur l'Instagram d'Aurélie. J'ai tout annulé. Pas de manière théâtrale. Pas avec un coup de fil ou une lettre d'annonce. J'ai simplement passé les appels, envoyé les révocations d'autorisation, et cela s'est fait discrètement. Comme se font souvent les choses importantes. Ensuite, j'ai rédigé un vrai testament pour la première fois depuis la mort de Françoise. J'ai travaillé avec un notaire sur 3 séances. J'ai été méthodique et juste, et j'ai réfléchi sérieusement à ce que je voulais vraiment, pas à ce que l'habitude, la culpabilité ou l'obligation me dictait de vouloir. Ma fille a été incluse. Un fonds de bourse d'études pour l'université où Françoise et moi nous étions rencontrés a été inclus. Léo a eu un compte bloqué à son nom propre, afin que tout ce que je lui laisserai soit à lui à ses 25 ans, sans que personne d'autre ne puisse y toucher d'ici là. J'ai mieux dormi la nuit suivant la signature de ces documents qu'au cours des 3 dernières années. 3 semaines ont passé, puis 4. Aucune nouvelle de Julien. Aucune nouvelle d'Aurélie. Je pensais à Léo chaque jour. Je pensais à la façon dont il prononçait mon nom, pas grand-père, mais papou, qu'il avait inventé lui-même. À 2 ans et que personne n'avait corrigé parce que c'était parfait. Je pensais à la façon dont il aimait me montrer des choses, des cailloux trouvés dans le jardin, des dessins faits à l'école, le fait qu'un nuage ressemblait à un chien. Je pensais à ces choses, et j'en faisais le deuil, de la façon dont on fait le deuil quand on comprend que l'amour ne suffit pas toujours à maintenir les choses ensemble. J'ai aussi commencé à faire des choses que je repoussais depuis la mort de Françoise. J'ai réservé un séjour à Chamonix, un endroit où nous avions toujours prévu d'aller ensemble. Je suis parti un jeudi matin avec un bagage à main et un roman de poche, j'ai fait 3 randonnées en 5 jours et j'ai dîné seul dans de petits restaurants, sans m'apitoyer sur mon sort, ou du moins en essayant. Les montagnes étaient énormes et indifférentes, d'une manière qui, parfois, apaise. J'ai pris une photo au sommet d'un sentier le 4e jour. Toute la vallée s'étendait sous mes pieds, et j'ai pensé, j'ai 63 ans. Et je suis encore debout au sommet de quelque chose. Je suis rentré chez moi. Un lundi. Le mercredi matin, Julien a appelé. J'étais dans le jardin en train d'arracher les derniers pieds de tomates secs de la saison quand mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran un moment avant de répondre. Sa voix, quand j'ai décroché, était différente de la dernière fois, moins plate, plus prudente, comme quelqu'un marchant sur de la glace fine. Il a dit « Salut, papa ». J'ai répondu « Salut ». Il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que je revenais tout juste de Chamonix. Il a dit qu'il ne savait pas que j'étais allé là-bas. Je lui ai répondu qu'il y avait probablement beaucoup de choses qu'il ne savait pas, puisque nous ne nous étions pas parlé depuis 5 semaines. Un silence. Puis il a dit, « Papa, l'école de Léo nous a envoyé une notification pour les frais de scolarité. » J'ai posé le transplantoire que je tenais. J'ai attendu
Ils disent que le paiement automatique a été annulé. Ils disent qu'on doit 2 mois. C'est exact, ai-je dit. Un autre silence, plus long. Celui-ci. Je ne comprends pas. Il y a eu un problème avec ton compte? Aucun problème avec mon compte, ai-je dit. J'ai annulé l'autorisation. Le silence qui a suivi cette phrase était différent des précédents. Je pouvais l'entendre respirer. J'entendais faiblement la voix d'Aurélie derrière lui qui demandait quelque chose. Papa, a-t-il fini par dire, on ne peut pas, on n'a pas cet argent pour le moment. Léo est en plein milieu de son année scolaire. Tu ne peux pas juste. Julien, ai-je dit, et j'ai gardé une voix égale parce que j'avais répété ce moment dans ma tête pendant 5 semaines. Sans même le savoir. Tu m'as envoyé un email me disant de ne plus venir chez vous. Tu m'as dit que tu reviendrais vers moi quand tu serais prêt. J'ai respecté cela. Je t'ai donné l'espace que tu demandais. J'ai passé du temps à clarifier ce à quoi notre relation doit ressembler à l'avenir. Ce n'était pas le but de cet email. Je pense que c'était exactement le but, ai-je dit, et je pense que nous le savons tous les deux. Il est resté silencieux un long moment. Quand il a repris la parole, la prudence avait disparu, remplacée par quelque chose de plus jeune, quelque chose qui me rappelait les disputes que nous avions quand il était adolescent. Cette frustration impuissante de celui qui réalise que les règles ont changé et qu'il est le dernier à l'apprendre. Il a dit, Aurélie est vraiment bouleversée. J'imagine qu'elle l'est, ai-je répondu. Papa, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'on peut en parler? J'ai regardé le jardin, les plants de tomates secs, la mangeoire avec son défilé d'oiseaux, le chêne que Françoise avait tant aimé. Plus vieux que nous deux de plusieurs décennies. Indifférent à tout ce remue-ménage. J'ai dit, je pense que discuter est une bonne idée, mais je veux que tu viennes sans Aurélie la première fois. Je veux parler à mon fils, juste à mon fils. Un autre silence. D'accord, a-t-il dit. D'accord. Il est venu le samedi matin. J'ai fait du café, le bon mélange intense, et j'ai posé 2 tasses sur la table de la cuisine. Il avait l'air fatigué en entrant. Et plus jeune que dans mon souvenir. Pendant un instant, j'ai revu le petit garçon qui s'endormait sur mon épaule lors des longs trajets en voiture, et j'ai dû me rappeler que l'amour et la responsabilité peuvent cohabiter dans la même pièce. Nous avons discuté pendant 2 heures. Je lui ai dit que je l'aimais, et je le pensais vraiment, et je l'ai dit en premier pour que tous ceux qui suivraient soient compris dans ce contexte. Je lui ai dit que j'avais été prêt à donner tout ce que j'avais pour soutenir sa vie, et que je n'avais jamais attendu de gratitude en retour comme s'il s'agissait d'une transaction, mais que j'attendais d'être traité avec une dignité élémentaire. Je lui ai dit qu'un email avec un objet formel et des points de discussion qui semblaient rédigés par un comité n'était pas de la dignité élémentaire. Il s'est tu. Il n'a pas argumenté, ce qui m'a surpris. Il a dit, je sais que c'était froid. C'est Aurélie qui a écrit la plus grande partie. Je lui ai répondu que la provenance ne m'intéressait pas. Je lui ai dit qu'il y avait apposé son nom, ou son adresse email, ce qui revient au même. Il a entouré sa tasse de café de ses 2 mains. Il a toujours fait ça, tenir ses tasses à 2 mains, même en été. Il tenait ça de sa mère. Il a dit, j'ai laissé Aurélie gérer des choses que j'aurais dû gérer moi-même. Je lui ai répondu que je l'avais remarqué. J'ai précisé que ce n'était pas une critique, juste une observation, et que ce qu'il en ferait ne regardait que lui. Je lui ai confié que Françoise avait aussi toujours été celle qui gérait tout à la maison, que c'était un schéma dans lequel il était facile de glisser, et que la seule question qui comptait était de savoir ce qu'il voulait faire par rapport à ça. Il a dit qu'il ne voulait pas que Léo grandisse sans me connaître.
Je lui ai répondu que Léo n'avait jamais été le problème. Léo m'aurait toujours. Il y avait un compte à son nom qui serait là pour ses 25 ans, quoi qu'il arrive entre Julien et moi. Je lui ai dit que ce n'était pas une menace, mais une promesse, et qu'il y avait une différence. Il a pleuré, un peu. Il a toujours pleuré comme ces hommes à qui l'on a appris à ne pas pleurer, vite, et en regardant ailleurs, comme s'il pouvait le cacher en tournant légèrement le visage vers la gauche. Je n'ai rien dit. J'ai resservi du café. Je lui ai dit que je n'allais pas reprendre le soutien financier. J'ai été clair, et je suis resté doux. Je lui ai dit que s'il y avait une véritable urgence, une vraie, il pouvait m'appeler et nous en discuterions, mais que les virements automatiques, l'école, la carte de crédit, c'était fini. Il avait 29 ans, il était architecte, et sa femme travaillait. Ils avaient une belle vie qu'ils étaient capables d'assumer. Ce qu'ils faisaient avec mon argent, ce n'était pas construire une vie, c'était en éviter le poids. Il a hoché la tête. Il n'a pas non plus contesté ce point. Avant de partir, il est resté sur le pas de la porte comme les gens qui veulent rester plus longtemps mais ne savent pas comment demander. Il m'a serré dans ses bras, une vraie étreinte, pas celle, polie, qu'il me donnait depuis 1 an ou 2. Il est plus grand que moi maintenant, de presque 5 centimètres, ce qui me surprend. Toujours. Il a demandé, est-ce que je peux amener Léo samedi prochain? J'ai dit oui. J'ai dit oui sans hésiter. C'était il y a 6 mois. Les choses sont différentes aujourd'hui, pas forcément réparées, mais différentes. Julien et Aurélie ont eu les discussions qu'ils devaient avoir, et je m'en suis tenu éloigné. Aurélie n'est toujours pas chaleureuse avec moi, et j'ai accepté que cela ne change peut-être jamais, et que je ne peux pas forcer quelqu'un à m'apprécier s'il a décidé de ne pas le faire. Mais elle est civile, et au vu du contexte, la civilité suffit. Léo vient me voir presque tous les samedis, généralement avec Julien, parfois seul quand Julien le dépose en allant quelque part. Il m'appelle toujours Papou. Il penche toujours la tête quand il réfléchit. La semaine dernière, il m'a montré un caillou qu'il avait trouvé dans la cour de l'école, plat, gris, avec une veine blanche qui courait au milieu. Il l'a tendu dans sa petite paume et m'a dit « Papou, regarde, on dirait un éclair. » Je l'ai tenu dans mes mains un instant. Je lui ai dit qu'il avait raison, que ça ressemblait exactement à un éclair. Je lui ai dit que c'était un très beau caillou. Il m'a demandé s'il pouvait le laisser sur le rebord de ma fenêtre. Je lui ai dit que bien sûr. Il est toujours là. Je peux le voir d'où je suis assis le matin avec mon café, en regardant la brume se lever sur le jardin. 63 ans, et j'apprends encore ce que signifie aimer quelqu'un sans se perdre soi-même dans le processus. J'apprends encore que la chose la plus généreuse que l'on puisse donner à une autre personne n'est pas toujours de l'argent, du travail ou de la proximité. Parfois, c'est la simple clarté de dire « voici qui je suis, et voici comment je serai traité ». Françoise y serait arrivée plus vite que moi. C'était souvent le cas. Mais j'y suis arrivé, et la plupart des matins, quand la lumière traverse la fenêtre de la cuisine, que les oiseaux sont à la mangeoire et que ce petit caillou gris repose sur le rebord avec sa ligne blanche qui le traverse de part en part, cela me semble suffisant.